du Office 365. Qu'est-ce que je vais vouloir faire? Site web. Office 365 ne sert pas à faire du site web. Ce fut le cas à une époque. Il y avait une offre, elle a disparu, vous l'oubliez, ça ne servira pas à ça. Même si à une époque vous parlez, on fait des sites internet en SharePoint, etc. Oubliez cette partie-là pour l'instant, d'accord? Office 365, en tout cas, ne vous servira pas, donc vous conservez vos sites web aujourd'hui, que ce soit sur du WordPress, quoi que ce soit d'autre. Si vous voulez faire du partage de documentation technique et que vous voulez vraiment rester chez Microsoft, mettez-le sur un GitHub, par exemple, parce que GitHub, ça appartient à Microsoft, ou mettez-le sur du SlideShare pour les présentations, parce que SlideShare, ça appartient à LinkedIn, qui appartient à Microsoft. Voilà. Ça, c'est vraiment si vous voulez rester chez MS, quoi. Mais comme je n'ai pas d'action chez eux, je m'en fous, je fais des sites web avec du WordPress. Après, j'ai besoin de faire un intranet. Intranet, la solution pour faire de l'intranet, la solution pour faire l'espace de partage à destination de tout le monde. Alors, certaines entreprises commencent à vouloir le faire sur du Teams. Si on veut rester un peu classique, on va rester sur du SharePoint. Voilà. Et avec du SharePoint, je vais faire de l'intranet. L'intranet, on va le voir comme étant le point d'entrée dans le système d'information. Donc, c'est le truc où j'ouvre mon navigateur le matin, hop, c'est l'intranet qui apparaît. C'est à partir de là que je retrouverai les liens vers toutes les autres applications qui traînent. Ce qu'on veut là, c'est surtout, comme pour un site internet, c'est du confort de lecture, c'est de l'ergonomie, c'est du design épuré, c'est des grosses images, de la lecture très aérée, pour aller directement vraiment à l'information. Okay. Donc, pour ça, vous allez utiliser quoi? Vous allez utiliser dans SharePoint, vous avez les sites modernes, et dans les sites modernes, vous avez quelque chose qui s'appelle les sites de communication. Vous créez un site de communication, et vous pouvez faire très facilement un petit truc, là, ce que vous voyez à droite, là, c'est une capture de page SharePoint, faite sans la moindre ligne de développement. Aujourd'hui, alors, si vous voulez vraiment faire de la customisation graphique, ce qu'on fait souvent sur les intranets, historiquement en tout cas, on voulait faire de la customisation graphique. Mais avant de vous lancer là-dedans, je vous encourage quand même et vous avez plein de solutions pour faire la custo graphique. Vous avez Powell, vous avez Valo, vous en avez, j'en oublie. Je vais me faire taper dessus, tant pis. Mais regardez quand même ce que SharePoint est capable de faire en standard. Parfois, si vous avez un service de com sur la taille de la société, on va vous dire c'est pas suffisant, je vais faire des trucs quand même plus poussés en termes de design graphique, mais vous pouvez faire des trucs vraiment tels que ce que vous voyez là à droite. Il y a 0 ligne de code, c'est que du clic-clic pour le faire. C'est quelques heures. Ce qui est long et compliqué, c'est de se mettre d'accord. C'est les humains qui sont longs et compliqués. Mais techniquement, il n'y a plus de délai sur cette partie-là. Pour la session, pour ceux qui sont courageux, qui seront là dans encore 1h30, qui reviennent en tout cas dans 1h30, je vous parlerai, il y a notamment un truc qui s'appelle Lookbook de Microsoft, qui est un site qui vous montre plein de designs faits par Microsoft en standard Microsoft. Et s'il y en a un qui vous plaît, vous cliquez sur le bouton, vous mettez vos identifiants et ça vous crée une collection de sites directement avec le design. Ça provisionne, c'est déjà fait. Pof, rien à faire. Je veux dire, on ne peut pas faire plus simple que ça. Et donc ça va vous servir à faire votre intranet, et en particulier, si vous vous intéressez à la partie intranet, il y a une nouveauté qui vient de sortir qui s'appelle les home sites. Et en gros, vous allez déclarer une collection de sites comme étant votre home site, et c'est l'équivalent de votre intranet. Parce que c'est le truc que vous allez pouvoir retrouver de partout dès que vous cliquez dans Office 365. Ça, c'était sur la partie intranet. Et c'est là-dedans que je vais publier les actualités, tous ces trucs-là, tous les documents un peu importants de l'entreprise, je dois pouvoir les retrouver là-dedans. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre à la main généralement de la cellule de com. Okay. Mais je vais pouvoir y publier aussi les vidéos qui viennent de stream, etc. Parce que tout ça, c'est intégré. Okay. Et je vous ai mis le lien Lookbook Microsoft. Donc ça, c'est pour la partie intranet. Après, il y a la partie gestion électronique de documents. J'ai besoin de faire de la GED, j'ai des processus, je veux me mettre en conformité, j'ai besoin de faire des documents un peu arrangés. Quand on est un peu dans le milieu, on se dit, en gros, je veux faire de la métadonnée. On peut quand même faire de la GED avec des dossiers, c'est pas la question, mais voilà, je veux de la métadonnée, je veux des trucs bien classés au cordeau. Il y a plusieurs manières de classer au cordeau avec du SharePoint, on a plusieurs artefacts. Vous pouvez faire ce genre de choses. Alors là, ce que je vous montre là, c'est pas un truc finalisé, mais c'est un petit POC que j'avais fait pour une cellule qualité en France, justement, qui voulait gérer toute la documentation liée à leur mise en conformité ISO 9001. Ultra classique de gestion documentaire. Donc là, à vrai dire, quand on est dans la gestion documentaire, on aime bien faire de la métadonnée, mais quand vous parlez avec la personne qui est responsable de la qualité, elle va vous dire,
Oui, mais moi, je veux rentrer par les processus, parce qu'elle connaît ses processus par cœur. Donc là, par exemple, ce que je vous montre, par exemple, c'est qu'on avait fait une carte des processus. Alors, la carte des processus, ça veut dire c'est un simple slide PowerPoint qu'on a intégré dans la page SharePoint, et à l'utilisateur d'aller cliquer sur la flèche qui lui plaît, et ça l'amène ensuite sur tous les documents qui se rattachent à ce process. Et là, vous arrivez sur un truc qu'on s'attend à voir dans une GED, c'est-à-dire des listes de documents, d'accord, avec des métadonnées et la possibilité de filtrer sur la droite. Okay. Et là, vous êtes sur le cas d'usage très GED classique, etc. Et dans leur cas, ben voilà, qui est responsable du document, à quel processus ça se rattache, la date de validation, etc. Les ID. Et ça, c'est SharePoint qui sait très bien faire. Vous voyez, un outil, SharePoint, deux usages complètement différents. Gestion électronique des documents d'un côté, intranet de l'autre. Okay. Alors, petit focus justement sur SharePoint. Pourquoi? Si vous prenez la stack Office 365, à vrai dire, il y a un petit secret, c'est que SharePoint, dès que vous allez partager du document, à vrai dire, il y a du SharePoint. Que je ai du Teams, du Planner ou du Yammer, il y a derrière un truc chez Microsoft qui s'appelle un groupe Office 365. Et que ce soit derrière OneDrive ou les groupes Office 365, tous les fichiers sont stockés dans un truc qui s'appelle du SharePoint. Donc tout ce que je vous montre quand on vous parle de SharePoint et qu'il y a plein de fonctionnalités dans SharePoint, eh ben, ça veut dire que derrière, mécaniquement, on va pouvoir les retrouver dans OneDrive, dans Teams, dans Planner, dans Yammer. Alors plus ou moins, suivant les outils, il y a parfois des subtilités, parce qu'ils nous ont bloqué des boutons, des choses comme ça, mais retenez ça, à vrai dire. Et c'est pour ça qu'il y a plein de questions de moteurs de recherche ou de fonctionnalités liées à tout ce qui est conformité, etc. Et on ne vous parle que de SharePoint. Et dites-vous que c'est cool, parce que si c'est dans SharePoint, ça doit certainement aussi fonctionner dans OneDrive, dans Planner, pour les documents Planner en tout cas, pour les documents Teams et pour les documents Yammer. Okay. Le cas à côté, hein, c'est vous avez toujours Exchange, et les pièces jointes par contre Exchange, elles sont toujours stockées dans Exchange. Okay. Et donc, si je m'intéresse à la GED, la gestion électronique de documents au sens large, quelques points. Demain, vous êtes une société, vous utilisez du disque partagé, vous allez vouloir passer les gens justement à utiliser la gestion électronique des documents que je suis en train de vous présenter sur Office 365. Alors, il y a des trucs qui vont moins bien marcher. Ah oui, c'est moins simple, parce que je connaissais mes sous-dossiers par cœur, puis mon disque partagé était plus rapide. Donc, j'ai pas envie d'y aller sur ton truc. Et là, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est tous les autres avantages qu'ils vont avoir. Alors, peut-être que je vais prendre une seconde de plus pour l'ouverture de fichiers, mais derrière, je vais gagner plein de choses. C'est quoi ce que je vais gagner? Première grosse fonctionnalité à mettre en avant face à vos utilisateurs, le moteur de recherche. Florian vous en a parlé tout à l'heure en vous parlant de Delve. À travers de Delve, je peux vraiment rechercher tout ce qui traîne où que ce soit. Pas de problème avec ça. Là, l'idée, c'est que, pour rentrer dans le détail, hein, c'est vrai. D'accord? Parce qu'au final, derrière, c'est SharePoint, et donc c'est le moteur de recherche de SharePoint, pas de secret. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est que dès que vous déposez un document dans Office 365, il y a un truc qui va le mouliner, un crawler, quoi, un moteur de recherche. Ça peut prendre jusqu'à 20 minutes. Après, ça dépend, est-ce que les serveurs de Microsoft sont surchargés. Et à partir de là, à vrai dire, le document est indexé, donc ça veut dire qu'un peu comme du Google, quand vous l'utilisez sur Internet, vous allez taper des mots-clés, et puis ça va vous ressortir instantanément tous les documents qui contiennent ce mot-clé, que ce soit dans le titre, dans les métadonnées, ou à l'intérieur du document même. Et donc ça, c'est vraiment l'énorme gain. Je veux dire, dans les entreprises où j'entends pleurer parce qu'on ne retrouve pas les fichiers, etc., parce que c'est dans 36 outils, etc., et on me dit, mais non, je ne veux pas 36 outils. Mais c'est pas grave, vous allez avoir plusieurs outils, mais c'est pas grave parce qu'il n'y aura qu'un seul moteur de recherche, et ça, c'est essentiel pour l'utiliser. De GED, il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent simplement avec le moteur de recherche. Deuxième intérêt, la traçabilité. Dès que vous déposez un document dans SharePoint, est activé quelque chose qui s'appelle le versionning, c'est-à-dire que dès que quelqu'un modifie un document, eh bien, ça garde la trace, je retrouve tel jour à telle heure, tel utilisateur a modifié le document, je clique sur le document, ça m'ouvre le document et je peux le voir tel qu'il était à l'époque. Et si je fouille dans les menus pour Word, je peux même faire directement le comparatif entre les fichiers. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Alors, pour des questions de conformité, mais surtout parce que dès que je vais vouloir faire de la collaboration, le premier truc qu'on va vous dire, c'est non, moi, je ne veux pas partager en écriture mes documents avec le voisin, parce que le voisin, s'il fait une bêtise, moi, je veux comprendre qui a fait la bêtise. Eh ben, là, vous arrivez, vous dites, il n'y a pas de problème. Vous aurez les versionner, vous pouvez revenir, et s'il y a une bêtise qui a été faite, vous pouvez prendre une version et demander à restaurer la version en question. D'accord? Donc là aussi, un gros gain à ce niveau-là. OK.
Comme dit Silver, une recherche pour les gouverner toutes. Donc voilà, l'autre gros gain, la traçabilité. Troisième gros gain, la coédition de fichiers. D'accord. Alors, je ne vous rentre pas dans le détail, du moins vous venez dans un peu plus d'une heure, je vous parlerai d'un truc qui s'appelle le Fluid Framework, qui est vraiment le futur de la coédition. Mais en attendant, juste retenez, vous connaissez certainement Google Docs, en tout cas la possibilité de pouvoir être plusieurs en même temps en train de travailler sur le même fichier. Je n'ai pas besoin d'attendre que mon collègue ait fini de taffer quand on est en train de travailler sur des gros fichiers pour pouvoir venir à mon tour travailler sur le chapitre qui m'intéresse. D'accord. Donc par exemple, pour la présentation d'aujourd'hui, vous voyez qu'on est plusieurs speakers. Et il y avait certains moments où on était plusieurs sur le même fichier PowerPoint à travailler. Et ça nous a fait gagner du temps. On a fluidifié les échanges, alors que si vous n'avez pas ça, ben vous pleurez, vous êtes obligé d'attendre, et puis au moment où c'est disponible, vous n'avez plus le temps, etc. D'accord. Donc, très gros gain, là aussi, pour productivité. Et dernier gros gain aussi à avoir, c'est la question du nomadisme. Suivant le métier que vous avez, vous êtes amené à vous déplacer chez des clients, des fournisseurs ou sur certains sites de la société. Il y a des moments où je n'ai pas de connexion Internet. Donc, pas d'accès au disque partagé. Donc, pas d'accès, même si j'avais un outil de GED, je n'aurais pas accès à ma GED ou à quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, je n'aurais peut-être pas accès à Intranet ou quoi que ce soit. Là, dès que vous êtes avec, que ce soit du OneDrive, du SharePoint ou du Teams, vous allez dans votre bibliothèque de documents, vous avez un bouton synchroniser, ça synchronise tout ça sur votre poste, d'accord, ce qui fait que même si je suis déconnecté, que j'ai pas de 4G, j'ai pas de VPN, j'ai rien du tout, je peux quand même travailler sur mes documents et quand je me repluguerai, il y aura la synchronisation qui se fera et les deltas qui vont se faire. Si j'ai fait des modifs, ça remonte, si des collègues avant ont fait des modifs, ça redescend sur mon poste. Et donc ça devient complètement transparent, ce qui fait que mes utilisateurs sont sûrs d'avoir avec eux la dernière version des documents. Et elle est là, le gros point. OK ? Voilà pour vous parler des 4 gros avantages qu'il faut vraiment pousser auprès de vos utilisateurs. C'est ça, le gain, les gros gains, ils vont être autour de ça, okay, si on regarde la partie documentaire. On a parlé de la gestion documentaire, maintenant parlons du collaboratif. Alors le collaboratif, vous voulez faire du collaboratif, il y a un truc, ça s'appelle Teams, d'accord? C'est pour tout ce qui est communication, d'accord? Notamment pendant la crise Covid, tout le monde l'a utilisé pour faire de la visioconf et pour pouvoir faire des visios avec les collègues, etc. C'est aussi votre messagerie instantanée, d'accord? Ce qui, là encore, fluidifie les échanges, va permettre de diminuer le volume de mails dans l'entreprise. Mais ça n'est pas que ça, Teams. Teams, c'est vraiment les espaces collaboratifs. C'est l'outil dans lequel vous allez pouvoir créer des espaces par équipe, groupe de travail, par service, d'accord? Et l'intérêt et la révolution de cet outil-là, et c'est là où on est vraiment sur du Digital Workspace, je vous disais tout à l'heure, l'intranet, c'est là où on retrouve toutes les informations de l'entreprise en général. Maintenant, par exemple, je fais de la gestion de projet. Dans Teams, typiquement, le pattern qu'on retrouve souvent, c'est je vais créer un espace projet, un espace Teams par projet. L'idée, c'est de se dire, je dois retrouver dans Teams tout ce qui se rapporte à ce projet. Qu'est-ce qui va se rapporter à ce projet? Les documents, classiques, mais aussi toute la partie conversation. Vous avez un onglet, le premier onglet que vous voyez, c'est la conversation. Et là où il va y avoir des choses à expliquer aux gens, c'est de leur dire, on va arrêter d'envoyer des mails pour parler du projet, on va directement aller dans Teams, et toutes les conversations autour du projet seront dans le Teams. Ce qui fait que c'est capitalisé, et puis j'ai pas, encore une fois, le but, aujourd'hui, c'est de faire diminuer les volumes de mails. Donc les mails, en tout cas les messages sont là-dedans, les fichiers sont là-dedans, et puis quand vous connaissez un peu Teams, vous savez que vous pouvez rajouter d'autres onglets, par exemple des liens vers d'autres applications, si vous avez du Orchestra, par exemple, pour faire la gestion des relevés de temps, ou vous avez des pages de reporting, ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir ajouter vos différents onglets dans Teams, et ce qui fait que moi, utilisateur, je vais dans l'espace Teams, c'est mon groupe de travail, et je retrouve depuis ce truc-là tout ce qui concerne le groupe de travail sur lequel je suis en train de travailler. D'accord? Et au passage, ça me permet de gérer directement les permissions là-dessus. On a parlé de Teams, et puis alors après, il y a la question de l'extranet. J'ai besoin de partager des choses avec les gens qui sont à l'extérieur. Eh bien, à vrai dire, alors il manquerait OneDrive d'ailleurs là-dedans, mais que ce soit SharePoint ou Teams, vous pouvez les ouvrir à des extérieurs. Par défaut, je crois que par défaut aujourd'hui, quand vous créez un tenant, c'est activé. La bonne pratique à avoir, normalement, c'est plutôt de se dire par défaut, on ne le fait pas, parce que je peux avoir des choses confidentielles dans l'entreprise. Mais sur certains types d'espaces de travail, ouais, je vais pouvoir l'ouvrir. Et ça, vous pouvez le gérer, à vrai dire, à la collection de sites. Donc, ça veut dire soit par équipe Teams, soit par espace SharePoint.
Pour de la GED, il y a des moments où je vais avoir besoin de le partager avec des gens de l'extérieur. Pour du collab, il y a des moments où je vais avoir besoin de le partager avec des gens de l'extérieur. Okay. Là, il y a plusieurs manières de partager l'information dans du Teams. Et ça, c'est ce qui va vous, moi, dans le Office 365, c'est là où je vous parlais tout à l'heure d'ouvrir la collaboration, y compris aux gens qui ne font pas partie de la société. C'est sécurisé, vous allez pouvoir le partager, vous voyez, avec plusieurs options, soit avec des gens que vous obligez à s'authentifier, donc ils ont un compte et du coup vous pouvez auditer quand est-ce qu'ils ont fait, soit quand c'est des documents où je me fous un peu de la sécurité qu'il y a dessus, je vais simplement pouvoir générer un lien unique et puis je communique ce lien unique aux gens extérieurs et puis les gens peuvent cliquer dessus et ouvriront le document. On a une nouvelle fonctionnalité aussi qui est apparue là, qui avait été annoncée en novembre et qui est désormais disponible, qui est où je peux carrément pousser un lien aux gens pour leur dire s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer tel fichier? C'est-à-dire, ils ont un lien, ils cliquent dessus, ils n'ont pas accès au SharePoint ou tous ces trucs-là, ils peuvent juste uploader un fichier là-dedans et vous, ça arrivera soit dans le dossier SharePoint, soit dans le dossier OneDrive. D'accord. Et puis, pour tout ce qui est interaction avec les extérieurs, on vous parlait de licence tout à l'heure, les extérieurs, ça ne coûte pas de sous. Il n'y a pas de surcoût là-dessus. On a parlé des extérieurs, après il y a la question de l'archivage. Alors, sur l'archivage, deux petits points. À vrai dire, la question de l'archivage, ça dépend un peu des normes qui sont en vigueur chez vous, en fonction de votre pays et du métier que vous avez, parce que toutes les entreprises dans un même pays n'ont pas les mêmes normes. Si je prends le cas de la France, par exemple, alors si les Américains, quand ils parlent d'archivage, ils parlent de records management, SharePoint a les fonctionnalités dedans pour répondre aux normes, c'est ISO 15489, qui sont les normes de records management. Si vous êtes en France et dans l'administration publique, on va vous dire non, non, toi ce que tu dois faire, c'est du NF 42013. Bon, mais SharePoint n'est pas compatible avec la norme NF 42013. Donc si vous êtes un organisme public, il faudra peut-être justement, ce que vous auriez dû conserver, il faudra mettre plugger à SharePoint une brique, ce qu'on appelle un SAE, système d'archivage électronique, et puis vous déverserez les documents dont vous n'avez plus besoin, mais que vous devez conserver dans ce truc-là. Ok, je ne vais pas vous faire le cours complet là-dessus. Et enfin, le dernier usage, c'est les documents que je ne voulais pas partager avec les petits copains, ou en tout cas que je ne veux pas mettre dans des espaces collaboratifs, ni dans les chaînes, ni dans les intranets. Ok, et là, vous faites du OneDrive. Okay, donc vous voyez qu'au final, le cas d'usage de OneDrive, il est assez limité si vous avez mis en place tout ce qu'il y a au-dessus. Okay. Qu'est-ce que OneDrive, juste, tout le monde le connaît, je veux dire stockage, c'est vraiment l'équivalent dans Google Drive. J'ai des dossiers, des sous-dossiers, puis je peux les partager avec les petits copains, sachant que maintenant, l'interface OneDrive, comme j'en parlais tout à l'heure pendant les questions, on va pouvoir retrouver tout ce qui nous intéresse, y compris ce qui n'est pas dans OneDrive, ce qui serait dans SharePoint. Okay. Petite remarque en passant, quand vous voyez ça, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est on couvre tout. Je vous disais, OneDrive, c'est pas la solution à tout, loin de là. Il faut plutôt organiser tout ça, et c'est le moteur de recherche qui va être les glue pour les utilisateurs, qui va faire que l'utilisateur il s'en fout de savoir où est-ce que c'est. Par contre, ce qui est important à retenir quand vous voyez ce schéma-là, c'est que quand vous arrivez dans des entreprises et on vous dit on va migrer les disques partagés dans Office 365, il ne faut pas se dire c'est un projet, on va dire c'est plusieurs projets. D'accord. Et on va avoir des documents qui vont partir dans l'intranet, des documents qui vont partir dans la GED, des documents qui vont partir dans le collaboratif, etc. etc. C'est un peu plus subtil que ça. Okay, mais c'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment un usage et une adoption optimale, okay, de la part de vos utilisateurs. Et ça se fait, ça c'est connu, reconnu, je suis reconnu. Voilà pour tout ce qui était gestion documentaire. Je ne sais pas si on a des questions dessus. Non. Okay. Du coup, est-ce que ça répond à la question que tu poses? Est-ce que ça répond à la question que tu posais tout à l'heure, Nicolas? Absolument. Tu vois, ça met une demi-heure pour répondre à ta question. Je veux vraiment rentrer dans le détail. Et si j'en ai fini, je vais passer la main à Julien, qui va vous expliquer la Power Platform. Julien. C'est ça. Alors, je vais mettre la vidéo comme ça pour ceux qui veulent voir ma partie mousse. Voilà. Donc, on va essayer de faire une passe relativement rapide, mais en tout cas, j'espère que vous pourrez mieux comprendre la Power Platform. Donc, alors, au niveau des slides, Seb, je te fais des mains pour que tu passes. Comment on fait? Hop, donc tu peux y aller. Première slide. Ça met toujours un peu de temps. Alors, la Power Platform. Il y a un petit lag.
Fais tes signes un peu avant, à vrai dire. Anticipe Est-ce que je 15 peux, secondes. est-ce que je Oui. peux aussi te dire, est-ce que tu peux couper la clim que tu as derrière toi, Julien? Alors, je peux couper la clim, mais à mon avis, la deuxième clim dont tu parles, c'est potentiellement mon petit ventilateur. Ok, désolé, mais ça fait vraiment beaucoup de bruit. On va essayer de... Si tu peux, sinon je te laisse aller. Vas-y, Sinon, je coupe le PC, mais ça va être compliqué. Vous me dites si ça devient vraiment trop désagréable et on gérera différemment. Ok, alors, donc la Power Platform, la première chose en fait, moi qui m'a fait venir et qui vont venir beaucoup de nos clients vers la Power Platform, avant que je vous la présente, c'est le fait qu'il y ait des outils qui aient disparu en fait chez Microsoft, et notamment un outil qu'on aimait beaucoup, qui nous permettait de faire pas mal de choses dans SharePoint, etc. Je suis d'accord, Nicolas, en fait. Il n'a pas disparu pour rien, il y a une raison, il y a des raisons derrière. Mais en tout cas, c'était un outil très pratique qui nous permettait de faire des formulaires assez riches du temps de SharePoint 2010, voilà, on va dire jusque-là, peut-être un bout de 2013 encore. Voilà, donc c'est un produit qui est mort d'ailleurs, je crois, en 2013. Hein, ils ont annoncé plus de clients à partir de 2013. Et donc, on peut voir la première scène que vous voyez, bouge pas, c'est pas grave. Donc, c'était effectivement un petit enterrement qu'a fait. Et on peut faire une petite dédicace à Joel Olson, qui est sous l'espèce de chapeau Obi-Wan Kenobi en plein milieu. Voilà, pour ceux qui connaissent ce MVP, ce gros communautaire sur SharePoint. Et donc, voilà, il y avait un enterrement symbolique d'Infopass. Le deuxième point, c'est la slide qu'il y avait, c'est que SharePoint Designer également est mort également. Donc, ces deux produits permettaient de faire des formulaires, des interfaces, et puis ensuite de pouvoir brancher un certain nombre de choses, telles que des workflows notamment, qui étaient donc extrêmement pratiques pour pouvoir, en termes de modélisation de process, en tout cas de mise en œuvre de process business dans SharePoint, donc des formulaires, des workflows, de l'approbation, etc., qui étaient très, très sympas, mais qui sont morts. Alors, à raison, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, là, on a attendu quelques années et la Power Platform est arrivée justement pour un petit peu nous sauver de cette situation où on était un petit peu en... Voilà, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, est-ce qu'il y a d'autres produits, est-ce qu'on fait du custom, on ne sait pas trop comment voir l'avenir. Et donc est arrivée la Power Platform, que tu peux... Je te lève la main comme ça, Seb, le temps que ça passe. Est arrivé avec un ensemble, en fait, 3 produits notamment, que vous n'avez pas arrêté d'entendre parler précédemment, qui sont Power Automate, donc anciennement appelé Flow, qui a changé de nom récemment, Power BI et également Power Apps. Donc en termes de, si on veut dire, de complémentarité sur tous ces outils-là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une partie effectivement de stockage, tout ce qui va être le back-end, ce qu'on appelle vraiment le back-end sur des architectures, les listes SharePoint, les bibliothèques de documents, la donnée structurée avec du SQL, tout ce qu'on appelle le CDS, le Common Data Service, sur lequel on reviendra. Donc, il présente vraiment la façon de stocker des documents ou des informations. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et sur lequel on va se baser pour la suite. Ensuite, une couche plutôt orientée business, métier, dans lequel on va définir les processus qu'on a dans l'entreprise. Une approbation, j'ai un document, j'ai besoin d'avoir une ou plusieurs approbations. Je vais pouvoir modéliser ça. Est-ce que ça va sur mon manager? Si la personne est en vacances, qu'est-ce que je fais? Comment je débraye, etc. en cas de retour. Donc tout ça, ça va être vraiment la partie métier et donc tous les flux de travail qu'on va avoir ici. Donc cette partie-là va être principalement avec Power Apps, pardon, Power Automate, qu'on va mettre en face. Ensuite, on va monter d'un cran et là, on va plutôt passer sur la partie interface utilisateur. Donc toute cette interface utilisateur, on va le voir juste après parce qu'on va démarrer par ça, va être représentée en fait par Power Apps. C'est vraiment ça qui va nous permettre d'interagir, de saisir des données, lire des données, on va dire, d'une petite façon, mais en tout cas de pouvoir avoir cette interface utilisateur. Et au-delà de ça, on a vraiment toute la partie analyse, analytics, qui va en permettre en fait aux données que vous avez stockées grâce à vos applications, vos flux de travail, etc., qu'on va pouvoir en fait remonter et présenter sous forme de dashboard et donc d'analytics qu'on connaît bien, avec ça peut être des graphiques, des espaces, des répartitions géographiques, etc. On verra ça tout à l'heure. Donc on a vraiment une vraie complémentarité. Tous ces produits-là, plus tout ce qui existait déjà avant, en termes SharePoint, SQL, etc., vont nous permettre de stocker. Donc là, on se retrouve vraiment avec une suite
vraiment très cohérente pour pouvoir adresser les problèmes dans l'entreprise. Et j'ai envie de dire, au-delà de Infopass et de SharePoint Designer, peut-être enfin tuer toutes les applications Access que nous trouvons dans les entreprises et que nous devons sans arrêt migrer, qui posent beaucoup de problèmes à droite à gauche. Oui, Sébastien, non? Non, j'ai cru Non, que rien, tu tu vas faire rire. T'as dit Access, c'est un mot drôle, quoi. J'en doute pas, voilà. Mais en tout cas, l'idée... J'ai trouvé une belle base Access d'1 giga 2, là, justement, chez un client la semaine dernière, j'étais très content. Slide suivante. Slide suivante, ouais, s'il te plaît. Alors, Power Apps. Alors, il va falloir que tu tic, 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 tic. Si tu peux tu les mets tous jusqu'en bas, je pense que ça sera pas mal. Alors, Power Apps, en fait, Power Apps, ça va être vraiment un service qui va vous permettre de faire des applications. Et des applications qui vont être des applications web, mais également mobiles. Donc, quand vous allez créer une application Power Apps via le App Studio, Power App Studio, qui vont vous permettre en fait d'avoir des écrans et de pouvoir faire un petit peu comme on a l'habitude avec Visual Basic à l'époque, de déplacer des contrôleurs, de mettre des contrôleurs, de mettre des logiques derrière, de mapper avec des données, donc d'avoir quelque chose de très 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 visuel et qui va permettre justement d'avoir une approche no code, je dirais plutôt codeless parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de code, il n'y a peut-être pas effectivement du code tel qu'on l'entendrait pour des développeurs, mais il y a quand même du script, il y a comme des choses derrière à mettre en place, tout se fait pas non plus tout seul. Et donc en fait de permettre à des power users finalement, des personnes qui ne sont pas dans le métier du développement, de pouvoir créer des applications. Donc ça c'est quand même très intéressant parce qu'on va pouvoir créer des applications un petit peu en mode RAD, en quelques jours, quelques semaines au lieu de plusieurs mois. Alors, il y a une raison de pourquoi les applications prennent plusieurs mois à être faites, mais en tout cas l'approche choisie est celle-là. Et donc c'est très adapté aussi pour faire du prototypage. Donc ça nous est beaucoup arrivé chez des clients, avant de nous lancer sur des plus gros développements, de pouvoir faire au moins un bêta testing avec du Power Apps, de voir comment les utilisateurs sur le terrain réagissent, ou les utilisateurs en entreprise, ou comment les deux peuvent interagir, et donc voir si le cas d'usage en fait est conforme à ça avant de se lancer sur des développements qui peuvent durer plusieurs mois, et donc avec des coûts qui sont quand même beaucoup plus importants. L'avantage de Power Apps, c'est qu'en fait, on a des applications, on verra tout à l'heure, on peut partir d'applications déjà existantes, on a des canvas qui existent, et on peut avoir des interfaces relativement riches. Et l'avantage de ça aussi, c'est qu'on a accès à toutes les fonctionnalités, par exemple d'un device. Si vous voulez faire une application, on va prendre un exemple, vous voulez faire une application mobile, par exemple, pour pouvoir identifier et géolocaliser des travaux à faire, ou dans le cas de chez nous, des mines, donc avec des gisements à certains endroits, etc., voir dans un mode exploratoire les choses et prendre des photos, vous avez accès directement à la position du device, la caméra, à la data, etc. Donc voilà, ça permet de faire des applications vraiment mobiles et web de la même façon. Un autre avantage, c'est que forcément, tout ça, ça rentre et ça va s'interfacer avec Office 65 et Azure très facilement. Donc, vous avez vraiment toute la puissance derrière des services Office 65 qui sont aussi portés dans Power Apps. En termes de connecteurs, Microsoft a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de connecteurs vers des sources de données différentes. On a même sur des vieilles versions d'Oracle, de vieilles versions de bases de données. Donc c'est toujours très très appréciable. Et donc avec tout ça, finalement on se retrouve dans un environnement qui va permettre à tout à chacun, on va dire vraiment d'utilisateurs, on verra justement assez avancé, parce que ça peut être des techniciens, mais il faut quand même des fois être un petit peu technicien pour faire les choses, de pouvoir faire des applications, en tout cas au moins commencer des briques, un petit peu comme vous pouvez faire aujourd'hui avec Access ou autre, où voilà, souvent c'est les outils un peu power user, on commence à faire les choses, et puis on va vite, et puis finalement, des fois même la solution temporaire devient la solution définitive. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Seb ? Hop, alors c'est pareil, il faut que tu déroules. Alors, comment on fait une application Power Apps? Tout simplement, on peut partir, la première chose, c'est qu'on va partir d'un canevas. Il y a beaucoup de templates qui existent, donc beaucoup de modèles d'applications qui existent avec Power Apps. Et souvent, vous allez toujours trouver un modèle qui va correspondre déjà un petit peu à l'application que vous voulez faire. L'avantage de ça, c'est que en fait, vous allez gagner énormément de temps et vous allez aussi pouvoir faire comment Microsoft
qui a créé ces modèles-là, fait pour finalement utiliser la plateforme du mieux possible. Donc ça, c'est important au début de pouvoir partir d'une application, d'un canvas, et voilà, de voir un petit peu comment les choses se passent. Dans d'autres cas, vous pouvez aussi avoir, une fois qu'on maîtrise un petit peu Power Apps, la possibilité d'avoir directement des données. Et ces données-là, vous souhaitez créer des interfaces pour pouvoir modifier ces données-là, ajouter des données supplémentaires, les supprimer, etc., etc. Et dans ce cas-là, on va partir en fait d'un modèle de données. Et puis, en fait, on va générer l'application Power Apps autour de ces données-là. Donc ça, c'est important et ça permet souvent de faire des formulaires beaucoup plus rapidement et une application rapide quand on va être sur le terrain pour accéder à des données qui peuvent être dans une base de données sur lesquelles on n'a pas forcément d'interface ou qu'on pouvait avoir effectivement des formulaires riches pour pouvoir les consulter et qu'on ne va pas retrouver dans d'autres applications. Donc là, ça va être une bonne solution pour le faire. Ensuite, on peut créer aussi des portails pour créer un site externe. Moi, je dirais aujourd'hui, pour créer un site externe, c'est pas forcément, ça serait un facing site ou quelque chose de plutôt qui serait sur l'intranet. Je n'ai pas encore bien réussi à trouver le positionnement. Peut-être que Nicolas et Sébastien, vous avez un petit peu plus de retour d'expérience sur ces aspects portal de Power Apps, mais j'ai un peu de mal à trouver effectivement le positionnement de ça pour l'instant. Même si on peut faire des choses intéressantes, mais bon, j'ai un petit peu plus de mal, donc éventuellement on pourra, si vous avez un petit retour, on pourra en discuter aussi. On pourra en parler un peu plus tard si tu veux. Je vais te laisser aller, moi. Ça marche. Et puis ensuite, on a la quatrième composant majeur, c'est tout Common Data Services. En fait, c'est aussi ce qui est utilisé par Dynamics, qui est vraiment une plateforme de modélisation et d'hébergement. On ne va pas en parler sans rentrer dans le détail parce que ça serait c'est un petit peu advanced comme concept. Mais voilà, en tout cas, pour démarrer, on a vraiment les canevas et le modèle driven, donc en partant d'un modèle qui est intéressant. Et puis les portails, on en reparlera un petit peu après avec nos deux confrères. Hop. Alors, quelques limitations à tout ça. Moi, c'est un outil que j'ai eu l'occasion d'utiliser. Je ne suis pas un grand pro de Power Apps parce que je pense qu'il faut quand même se baigner dedans pendant de longues semaines, voire de longs mois pour en comprendre tous les méandres et parfois être peut-être un peu plus productif parce que j'ai quand même trouvé pas mal de limitations. Alors, est-ce que des fois c'était une mauvaise façon de faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, déjà, ce qu'il faut savoir avec Power Apps, c'est que souvent on voit sur beaucoup de sites, beaucoup d'articles que c'est du no-code ou du codeless. Oui, c'est du codeless parce qu'on a moins de code à faire, très clairement. Faut pas, en termes d'interface, en termes d'interaction, en termes de connexion pour récupérer les données et les retraiter, on a beaucoup moins de code. Néanmoins, il y a du code, faut pas se leurrer. Donc ça va quand même être réservé à des power users qui ont une petite tendance à faire du scripting, avoir une certaine logique dans un langage qui n'est pas forcément du français et on ne met pas les choses bout à bout. Donc quand même un petit peu technicien, on va parler d'API, on va parler de JSON, on va parler de REST, qui sont quand même des notions relativement propres au monde du développement. Donc voilà, c'est power user, mais pas que. Voilà, donc soyez-en conscients, néanmoins ça vaut vraiment l'occasion d'aller jeter un coup d'œil. Le Orling aussi, il y a certaines fonctionnalités sur le Orling que je trouve relativement limitées aujourd'hui. Donc quand on n'est pas connecté, quand on n'a pas de connexion 4G en Nouvelle-Calédonie, malheureusement, plus peut-être que dans d'autres pays, on a beaucoup d'endroits où on n'a pas aucune couverture 4G, voire même des fois pas tout téléphonique. Et donc ça rend pour certaines opérations, il y a certaines fonctionnalités des applications qui sont un petit peu compliquées, qui ne sont pas disponibles en fait sur du Orling. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Sur le licensing, également, je suis obligé d'avoir une licence. Donc ça veut dire que si j'ai une personne, quelqu'un en fait externe à mon entreprise qui arrive, je ne peux pas l'inviter ou je ne peux pas donner ça à un anonyme. Donc ça, c'est le modèle de licensing de Microsoft qui est comme ça. Ah, Seb, tu m'as déjà passé sur la suivante. Juste. Faut avancer. On a une session qui démarre dans 5 minutes. Ouais, juste te dire, Julien, il nous reste 5 minutes pour cette session. C'est vrai? Bon, je vais aller très vite. Donc, ok. Donc, Power Automate. Donc, voilà, certaines limitations. Vous aurez les slides à disposition. J'avais pas vu le temps. Donc, Power Apps. On est bon vraiment à essayer. Power Automate. Donc, c'est la partie qui s'appelait anciennement Flow, qui va vraiment permettre de modéliser en fait tout workflow, d'automatisation de tâches et de processus.
Donc ça, c'est vous avez par exemple un workflow de validation à faire, double ou triple validation. C'est vraiment le service qu'il vous falloir pour mettre ça en place. Donc on comprend vite que ça va bien se mettre avec Power Apps, mais également au niveau de SharePoint, si vous avez des choses à faire, ou même de façon générale pour automatiser un certain nombre de tâches. Donc on a plusieurs flows à disposition, des flux on va dire automatiques, c'est-à-dire j'appelle une URL ou sur un événement particulier, j'ai mon flow qui va se démarrer, je peux planifier aussi des flux de travail et je peux planifier des flux sur tout ce qui va être business process. On passera sur le flux UI qui est vraiment très, très particulier, mais globalement, voilà, ça me permet de modéliser des flux. Comment ça se présente? Ça se présente tout simplement vraiment orienté vers l'utilisateur. Encore une fois, la Power Platform, c'est vraiment lié au Power User. Donc, on va vraiment être sur des personnes non développeurs. Donc là, on a à l'écran justement un petit peu comment ça se modélise. J'ai quelque chose de très graphique. Je vais mettre en fait mon déclencheur tout en haut. Par exemple, là, quand une entrée est créée. Et ensuite, je vais dérouler des actions. Je vais pouvoir imbriquer des conditions et des boucles, et puis remettre des actions derrière. Donc là, par exemple, on peut voir que dans le cas qui est à l'écran, quand j'ai un enregistrement qui est créé, en fait, j'ai toute une suite logique, et en fonction, soit je vais envoyer un email, soit je vais poster un message dans l'outil que je... D'accord ? Current Teams, Slack, c'est ça. Petit trou de mémoire, donc dans Slack. Donc voilà, ça permet, et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a énormément de connecteurs qu'a fait Microsoft et qui permet en fait de faire des actions dans beaucoup de services non Microsoft. Donc ça, c'est très très appréciable et ça permet souvent de faire pas mal d'intégration aussi entre les services. Et donc en termes d'usage, c'est vraiment très 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 sympa et très simple d'usage. Après, il y a des petites complexités, mais c'est vraiment top. Seb ? Bon, s'il y a des questions, voilà, de toute façon, c'est très rapide. Sur Power BI, donc rapidement, c'est la couche du haut. Power BI, c'est vraiment une solution d'analyse et de visualisation des données, que ce soit des données que vous avez déjà en base de données chez vous, quel que soit, il y a énormément de connecteurs, c'est un peu toujours d'ailleurs les mêmes connecteurs sur la Power Platform, et donc pouvoir visualiser ces données-là, ou les données que vous avez, par exemple, acquis, captées avec vos applications Power Apps. Vous pouvez partager ensuite ces tendances et ces indicateurs dans votre organisation. Pour ça, par contre, c'est un niveau de licence qu'il faut avoir pour pouvoir les publier en ligne. L'avantage aussi de Power BI, c'est qu'on peut embarquer tous les dashboards dans les sites web, dans les applications. Et voilà, je l'ai déjà dit, voilà, des centaines de sources de données sur lesquelles on peut venir agréger de la donnée et puis faire des beaux dashboards. Voilà. Et en plus, c'est vraiment la chose à noter, c'est beau. Donc ça change aussi de beaucoup d'autres produits qu'on a pu connaître qui faisaient tout ça, mais ils avaient oublié qu'en fait ils présentaient des graphiques à l'écran et qu'il fallait que ce soit joli. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec Power BI, vous avez quand même des beaux graphiques. Alors on peut changer beaucoup de choses, mais qui sont vraiment très très sympas. Et voilà, avec l'analyse spatiale dont je parlais tout à l'heure, il y a encore beaucoup d'autres graphiques à disposition. Et c'est vraiment pour le coup relativement simple d'utilisation. Par contre, c'est une plateforme de BI, donc ça nécessite quand même que les personnes qui construisent ces dashboards aient quand même des notions de BI, des notions de gestion de données, de modélisation de données. Ce ne sera pas monsieur tout le monde qui va commencer à faire 53 requêtes imbriquées pour avoir la bonne donnée derrière. Voilà, je crois qu'on a fini sur cette présentation extrêmement rapide de Power Platform. À moins qu'il reste une slide, non, on était bon. Donc, parfait. C'est bon, mettre du temps. Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour cette session. Beaucoup de contenu. Les deux sessions à rassembler permettaient d'avoir vraiment un aperçu complet des différentes options de la plateforme Microsoft 365 et de ses satellites, on pourrait dire. Je regarde dans les questions-réponses, je ne vois pas de questions en particulier. On est 3 minutes avant le début de la session avec la plénière avec Jeff Tepper. Donc, encore une fois, on vous remercie pour votre participation. Vous avez à l'écran les différents QR codes qui vous permettent de vous connecter directement au formulaire qui vous permettront de réagir sur ces sessions. Si cet événement vous plaît, si vous voulez en voir d'autres, si vous êtes intéressé par vous-même vous investir ou
vous participez en tant que présentateur ou même pour nous aider dans l'organisation, n'hésitez surtout pas à utiliser les formulaires et à nous renvoyer vos recommandations et puis vos réactions par rapport à tout ça. J'espère que vous aurez aimé cette session. C'était passionnant, beaucoup de choses. Jetez un œil dans le reste de l'agenda. Il y a énormément de sessions qui vont venir compléter tout ça. Tout à l'heure, Julien parlait d'une partie de Power Platform qui est le portail. Regardez dans l'agenda, il y aura d'autres conférenciers qui sauront vous parler de ces sujets-là et qui sauront vous renseigner sur l'utilisation de toutes ces, un peu plus en détail peut-être de tous ces outils. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas, pour ce hosting. Merci, et puis bonne nuit en ce qui me concerne. Bonne journée pour vous en Nouvelle-Calédonie. C'est ça, on va finir l'après-midi tranquillement. Voilà. Merci à tous. Buvez un Moreto pour moi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.